Pourquoi mon enfance m'a rendu timide? Dans ma dernière vidéo, j'avais abordé la question pourquoi je ne ferai jamais mon coming out. Et je me rends compte que si cette vidéo avait été si difficile à faire, ce n'était pas seulement parce qu'elle parlait du coming out, mais c'est aussi parce que je suis quelqu'un de profondément timide. Et je crois que cette timidité a façonné une grande partie de ma vie et de ses choix. Alors, est-ce que l'on est timide? Je ne pense pas. Mais est-ce que les choses que la vie vous balance en pleine face impactent ce trait de la personnalité? Je pense que oui. Comme sur ma dernière vidéo, j'aimerais vous raconter comment j'en suis arrivé là et en suivant la chronologie des événements. Pendant une courte période de mon enfance, lorsque j'étais vraiment très jeune, du peu de souvenirs que j'ai et de commentaires faits au fil des années par des personnes qui m'ont revu, j'étais apparemment un enfant avec beaucoup d'énergie, à la limite de l'hyperactivité, mais ça n'a pas duré longtemps. L'homosexualité n'est pas la seule raison pour laquelle je me suis mis sous silence. Et être silencieux ne veut pas forcément dire que l'on est timide. Quand j'étais à l'école maternelle, nous n'avions pas vraiment la notion de l'homosexualité, mais c'est tout de même durant cette période que j'ai commencé à être timide. Et l'une des raisons, c'est mon père. Je l'avais également mentionné la dernière fois, mais mon père et moi, ce n'est pas le grand amour. Ce n'est pas le père que l'on voit dans les films ou séries qui s'amuse avec ses enfants, qui les embrasse, qui leur dit qu'il les aime. Non, mon père, c'était l'incarnation de la froideur. Si vous osiez rire, vous l'entendiez hurler. Arrête de rire! Comme s'il ne supportait pas de voir les autres heureux. Il a toujours eu un caractère très négatif, donc voir des personnes enjouées va automatiquement créer une réaction verbale chez lui. Parfois très sèche, parfois très insultante. Je ne recompte plus le nombre de fois où je l'ai vu cracher sur un portrait du Christ, quand on en avait chez nous, quand quelque chose n'allait pas, comme si c'était sa faute. Mais quand il ne s'en prenait pas verbalement à nous, c'est là qu'il s'en prenait à nous physiquement. Il nous est arrivé lors de repas de famille où il n'était pas présent de parler de mon père et notamment de comment ma tante lui en avait voulu pendant une certaine période. Apparemment, c'était avant que ma sœur et moi ne sommes venus au monde. Ma mère aurait subi des violences domestiques de sa part. On dit souvent que les femmes ayant subi des violences domestiques ne les reportent jamais à la police ou restent avec la personne sous peur de représailles. Alors je vais poser ça là et vous dire, 34 ans après ma naissance, ma mère est toujours avec lui. De mon vivant, je n'ai jamais vu de mes propres yeux le voir porter des coups à ma mère, mais il y avait des signes que quelque chose se passait souvent derrière notre dos. Un des moments de mon enfance dont je me souviens, c'était une nuit. Ma sœur et moi partageant la même chambre, un lit superposé, ma sœur en haut, moi en bas. Ma mère est rentrée dans notre chambre et s'est installée dans mon lit pour y dormir, sans me parler, sans aucune raison donnée. Je devais être fatigué car je ne me souviens même pas lui avoir demandé quoi que ce soit. Peu de temps après, mon père est rentré dans notre chambre et lui a dit avec un ton glacial: «Pourquoi tu dors là? Reviens dans notre chambre.» Elle s'est levée sans rien dire, comme par dépit, sans me regarder, et l'a rejoint. La vie a repris son cours comme si de rien n'était. Lorsque mon père est énervé, il est vraiment terrifiant. Son mètre 70, sa corpulence, sa musculature, son accent italien, sa voix grave. Le petit garçon que j'étais n'avait aucune chance. La fois où mon père m'a frappé pour la première fois, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Plusieurs fois par an, depuis que je suis petit, je me remémore ce moment, travaillant mon cerveau à ne jamais oublier ce moment comme un trauma qui refuse de partir. Ma mère et ma soeur n'étaient pas là ce jour-là. Je ne sais pas ce que j'avais fait ou si j'avais fait quelque chose, mais est-ce qu'il faut vraiment une raison pour frapper son fils? J'étais seul avec lui. Il m'a mis nu dans la salle de bain. J'étais debout, recroquevillé sur moi-même, coincé entre l'angle de la salle de bain et le mur de la douche. C'est là que mon père a pris une ceinture et m'a battu. Pendant de microsecondes où je pouvais lever les yeux vers lui, pendant qu'il levait le bras, ceinture à la main, avant que la ceinture n'atteigne ma peau. Je le voyais sans émotion, se tenir droit, son corps recouvrant l'entièreté de la porte de la salle de bain, répétant les mêmes mouvements de va-et-vient, comme s'il avait perdu toute son âme. Où sa violence aurait pu aller si la porte d'entrée de l'appartement n'avait pas retenti, ça c'est une question que je me suis souvent posée. Ma mère était rentrée. Elle est sortie de la salle de bain.
libérant la sortie. J'ai couru nu, avec des marques rouges sur moi, en laissant ma mère en pleurs. Ma mère n'a pas essayé de me réconforter. Je me souviens de ces seuls mots. Pourquoi tu cours tout nu? Aucun mot n'est sorti de ma bouche. Je pleurais seulement. Elle m'a retiré et a continué sa vie. Est-ce qu'elle pensait que je faisais juste un caprice ou est-ce qu'elle voulait juste se détacher de la situation, ne pas faire face à ce qu'elle avait devant elle? Toutes ces questions qui n'ont toujours aucune réponse d'ailleurs encore aujourd'hui et qui n'en auront sûrement jamais. Après ça, il arrivait que mon père hurle que je vienne vers lui, comme si j'avais fait une bêtise, et j'allais me cacher sous le lit, comme si ça allait me protéger. J'avais juste peur, peut-être même terrorisé. Ce qui m'a protégé au fil des années, c'est que j'ai grandi et qu'il a vieilli. Je suis certainement le plus grand de ma famille. J'ai poussé d'un coup. Être plus grand que la norme des adolescents de mon âge, c'était pas facile, surtout quand on veut passer inaperçu. Mon père qui travaillait dans la sécurité s'est fait licencier. Être un agent de sécurité, se faire prendre en flagrant délit en train de dormir dans sa voiture au lieu de faire son travail, ça n'a pas plu à ses supérieurs. Et je réalise maintenant que c'est ironique que son travail a été de protéger des gens, mais qu'il a été incapable de nous protéger de lui-même. Il n'a jamais retrouvé de travail après ça car il a eu une hernie discale de stade 2 et des séquelles qui l'ont rendu inapte à exercer sa profession à nouveau. Il était donc constamment chez nous, comme un surveillant pénitentiaire. On allait dans la cuisine, il y allait pour ranger derrière nous. On allait dans la salle de bain, il y allait juste après. On ouvrait le frigo, il allait voir ce qu'on avait pris. Ma sœur et moi, avec le temps, avions chacun notre chambre. C'était devenu notre cellule de prison. On ne voulait plus sortir quand il était là. Il fallait voir comment nous sortions vite de nos chambres quand il était allé promener le chien. On avait à peu près 10 minutes pour vite prendre à manger ou aller se doucher ou même se parler. Au fil des années, il s'est assagi, même s'il a gardé son sale caractère. Mais j'avoue que c'est difficile d'oublier les mots et les actions qu'il a faites, tant ils nous ont affectés. Ma sœur, une fois qu'elle est partie du domicile familial, elle a refait sa vie et avait exclu notre père de sa vie. Mais pas seulement. En l'excluant, ma mère a pris son parti et ma sœur ne nous a plus parlé pendant une bonne dizaine d'années. Je n'ai jamais eu une relation conflictuelle avec ma sœur, comme on peut le voir à la télé entre les frères et les sœurs et leur rivalité. Cette décision, elle aura eu un gros impact dans notre relation. Elle finira par divorcer de son mari. Son famille ou belle famille, pour remplacer la nôtre, comme bouée de sauvetage, c'est là qu'elle a décidé de reprendre contact avec nous. Mais seulement ma mère au tout début, parce qu'elle était un peu plus facilement influençable. Aujourd'hui, ma sœur n'a réellement aucune relation avec aucun d'entre nous, à part ma mère et encore, elles ne sont pas aussi proches qu'avant. Ma sœur ne l'utilise au final que pour, que ma mère lui garde ses enfants le week-end comme une nounou gratuite, pour qu'elle ait son week-end de libre, pour elle. Moi, je lui ai parlé peut-être 3 ou 4 fois en à peu près 15 ans et ça a toujours été froid et distant. Quant à mes parents, dans tout ce chaos entre nous 4, le seul contact que j'ai encore avec eux, c'est pour montrer au reste de notre famille, combien nous sommes encore unis, car il ne faudrait pas détruire l'image de notre famille. J'ai aucun vrai contact avec mon père et quand je le vois pour voir parfois ma mère, nos interactions consistent en de simples bonjour, au revoir, comme si ma présence l'indifférenciait. J'étais faux dans l'image que je donnais de ma relation avec mes parents au reste de ma famille et j'étais faux dans l'image de la sexualité que j'avais aussi face aux autres. J'avais l'impression d'être un acteur avec tout le monde. Alors quand je suis allé habiter dans une autre ville pour le travail, j'ai encore plus limité mes interactions avec eux, utilisant le travail comme raison pour laquelle je ne pouvais pas venir au repas de famille, par exemple. Je n'ai pas fêté Noël depuis au moins 6 ans, prétextant trop de travail et de fatigue. Je ne sais pas pourquoi je ne coupe pas tout simplement tous les ponts avec eux. Il y a une partie de moi qui me dit qu'ils sont fichés, et il y en a une autre qui essaie de voir constamment un truc positif en eux.
comme si je refusais inconsciemment de me dire qu'ils étaient irrécupérables. Et ensuite est venue l'isolation. Je ne sortais pas, sauf pour le travail. Je ne parlais pas car je travaillais seul, je n'avais pas d'amis depuis le collège et ça remonte déjà à une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est ce qui a renforcé ce sentiment de peur des gens. J'étais timide quasiment toute ma vie, mais là je devenais carrément anxieux social. Je commandais de la nourriture que je me faisais livrer en locker Amazon ou Mondial Relay pour éviter le facteur et pour ne pas à faire mes courses en public. Je faisais les poubelles et tout ça je le fais d'ailleurs encore aujourd'hui. En préparant cette vidéo et en écrivant son texte, je me suis rendu compte que ma timidité n'était peut-être pas 100 du problème. En fait, j'ai l'impression que je suis souvent celui qui me met des bâtons dans les roues au lieu de passer à autre chose, comme si je me bloquais d'être heureux. Alors, la prochaine fois, j'aimerais essayer de parler avec vous de pourquoi, au fil des années, je me suis auto-saboté. Et c'est pour l'instant les raisons de pourquoi je suis aussi timide.